Merci de nous retrouver sur Gangan TV au compte de cette émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien pour ce nouveau et deuxième numéro de la semaine. Café Débat reçoit sur ce plateau deux journalistes, notamment pour décrypter l'actualité des 48 dernières heures. Ici donc sur ce plateau de Café Débat, notre confrère Abdourahmane Diallo, il est journaliste indépendant. Abdourahmane, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bonjour, bienvenue. Merci. Et merci surtout de la disponibilité Abdourahmane. En face de lui, Sekou Jamal Pendessa, le rédacteur en chef du groupe Gangan. Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci Mamadou. Et rapidement avec eux, on va notamment parler de Alpha Show. Désormais, c'est comme cela que certains l'appellent. En tout cas, cette sortie assez surchauffée du président de la République du côté du siège du RPG Arc-en-Ciel. Nous passerons un peu en revue un volet et demain peut-être d'autres volets jusqu'après-demain, pourquoi pas. Et en plus, nous parlerons de ce sujet de délestage, car il y a de cela plus de 4 jours que les citoyens se plaignent du manque criard d'électricité. Ajoutez à cela la tribune donc, de notre confrère Abdourahmane Diallo, qui interpelle les professionnels du métier de journaliste pour un certain nombre de pratiques non orthodoxes. En tout cas, son regard sur ce phénomène, nous en parlons évidemment au compte de ce numéro de Café Débat. Pour commencer, sans tarder, la sortie du président Alpha Condé le samedi dernier au siège du RPG. Abdourahmane, votre réaction d'abord à cette autre sortie du président qui, comme vous le constatez depuis le début de semaine, fait la une des sujets, des débats, des causeries, avant qu'on ne regarde ensemble tout à l'heure ce bout de reportage qui a été lancé hier par la rédaction de Gangan. Alors, si on écoute le président Alpha Condé, deux fois, on le trouve très amusant. Si ce n'était pas le fait que, quelquefois, les propos qu'il tient sortent... c'est un peu, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu irresponsable quelquefois. C'est quand même très amusant. Mais on se rend compte, en fait, que puisque il n'y a rien à présenter, on est en train d'orienter les esprits des Guinéens vers un autre débat futile qui ne sert à rien. Parce que, par exemple, je prends lorsqu'il dit que tous les cas de Malinké sont... des malhonnêtes. Franchement, je pense qu'on est plutôt en train de divertir vers un autre débat. J'ai vu le débat que ça a suscité sur les réseaux sociaux, notamment dans les médias aussi. Mais on est en train de nous orienter vers un débat qui est vraiment inutile pendant que on est dans une situation économique extrêmement difficile où on est à l'approche du mois de Ramadan avec la flambée des prix sur les marchés, du prix des denrées de première nécessité. Donc on est en train de nous amuser. J'ai l'impression que Alpha Condé trouve à chaque occasion un thème, une thématique pour détourner l'attention des Guinéens, pour détourner l'attention de la presse sur les problèmes réels, le problème économique réel que vivent les Guinéens. Voilà. Pendessa, est-ce que c'est le même regard que vous avez sur toutes les sorties du président? Parce qu'on peut dire ainsi que c'est du Alpha Show acte 2, parce que la conférence de presse avec les journalistes, c'était un peu le même climat surchauffé qui a été largement commenté, qui a même détourné un peu les attentions sur l'autre sujet du moment qui était, je pense, la question du carburant, puisque la date butoir approchait incessamment. Est-ce que c'est le même regard que vous avez comme Abdourahmane, que le président essaie de déplacer le débat, de divertir les gens? Or, pour certains, même si on s'accorde à dire que Alpha Condé a ce problème de communication, mais ce qu'il a dit, c'est très important. Si vous calculez très bien, le Premier ministre avait vraiment provoqué un autre débat lors de sa conférence de presse, quand il a dit que le gouvernement ne s'est jamais engagé avec les syndicalistes. Voilà, les syndicalistes. Donc Alpha est venu, il y avait ce problème, mais il y avait aussi ce problème de sable mining sur son fils. Donc il fallait trouver un autre angle pour détourner. Et exactement c'est ce qui s'est passé. Tout le monde, nous, y compris nous tous, on s'est plutôt accentué sur ce problème de troisième mandat. On oublie un peu son fils. Donc il nous a donné toute une semaine, de ça on parlait. Et cette fois-ci, il a fait une autre sortie médiatique le week-end encore, à la différence de l'autre fois où c'était un week-end mais dimanche. Cette fois c'est un samedi. Et voilà ce qu'il dit encore. Et on est là, Abdourahmane l'a dit, vous avez suivi certains de nos reportages, la vie est très chère actuellement à l'approche du Ramadan. Et il y a beaucoup d'autres problèmes qui devaient nous préoccuper, mais on va continuer encore à parler de cette fameuse phrase, les cadres malinqués sont, voilà, comme il a dit.
Voilà. En tout cas, vous pensez que c'est du divertissement. Et pour beaucoup, c'est une sorte d'insulte et même d'ingratitude du président Alpha Condé à l'endroit de ceux-là qui l'ont soutenu depuis les années. Divertissement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il a voulu répondre. Vous savez que ça a crié depuis longtemps au sein du RPG Arc-en-Ciel, donc il s'est senti quelque part sous pression. Il dit, il faut que je vienne mettre fin à ça, certainement. Il a voulu... Mais est-ce que c'est la pédagogie qu'il fallait pour mettre les gens à leur place? On manque de pédagogie depuis longtemps, on le sait, mais c'est que peut-être lui, le but visé, c'était de faire taire ces polémiques. Voilà. On va sur ce pas suivre ensemble un élément de reportage, si vous voulez, les propos, en tout cas quelques propos du président Alpha Condé dans cette rencontre assez surchauffée, alors qu'il était venu pour fêter, si vous voulez, son retour en Guinée en tant qu'opposant dans les années 91. Cela a tourné à, on va dire quoi, cette sortie que beaucoup n'ont pas aimé, en tout cas. La petite vidéo qu'on va suivre derrière, on se retrouve pour la commenter. Il y a aujourd'hui des cadres qui s'agitent. On a parlé de la Haute-Guinée, on a parlé des Malinquins, etc. C'est les ouvriers de 25e heure. C'est-à-dire ceux qui viennent en dernier, qui ne connaissent pas, qui pensent qu'ils peuvent changer quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit la vérité au peuple guinéen. En 91, les Malinquins sont mobilisés comme un seul homme. Mais l'âge est là. J'ai dit dans la cour en 91, tous les Malinquins étaient mobilisés. J'ai dit un jour viendra, la basse Guinée donnera plus de pouvoir au parti que tout le monde. Vous êtes fâchés. Ce qui s'agit aujourd'hui comme défenseur de Malinqués, et j'étais là. Est-ce que Koursi sera là, à Léouli Kalo, c'est soldat est-ce que Koursi sera là? Soldat, comment tu as mis que Malinqué là? Kalbon, Kasséon Black là. Koursa, militaire Albert Brava, John Tony. Nani akafo anda tere boro le goron atreya altere susela kakuma biari wula manika haute Guinée i altere ne manaka para ethnie nani kabara la Guinée belge manaka para ethnique. Aujourd'hui on va dire la vérité aux cadres malinqués. Les gens qui m'ont le plus combattu dans ce pays, c'est les cadres malinqués. Il fallait faire plaisir à compter, il fallait nommer, il fallait montrer qu'on a le plus contre leur plaisir. Maintenant il s'agit d'essayer de s'agiter. Ils partiront dans la poubelle de l'histoire, comme les autres qui les ont précédés. Voilà donc cette sortie du président Alpha Condé au siège, c'était le samedi passé. Et ce n'est que, on va dire, un bout de cette sortie du président. Il y a d'autres volets, il y a d'autres angles de cette sortie qui restent à utiliser. Peut-être que nous le ferons demain et après-demain, pourquoi pas. Alors, sur ce que vous venez d'écouter, est-ce que les cadres du RPG aujourd'hui sont assez frustrés et puis ça devient un débat d'ethnie? Est-ce que c'est ce genre de propos qu'on attend du président? Parce qu'on a écouté là Gisèle Dalin qui disait justement, j'ai comme l'impression que ça devient en même temps le chou gras de ses adversaires qui disaient, voilà, c'est pas comme ça qu'un président doit se comporter. J'ai plus l'impression qu'il y a un certain mauvais procès que le président... Moi je ne pas parler de cadre, mais je pense que le cadre de l'administration publique, quelle que soit leur origine ethnique, vous avez une bonne partie qui sont corrompus et qui participent à... Qui sont versés dans la corruption. Qui sont versés dans la corruption et qui participent au détriment des deniers publics. Donc, ce n'est pas une question d'ethnie. C'est un système. C'est un système qui est mis en place et ce système profite à une certaine oligarchie. Et quand on parle de cadre malinqué qui... entre guillemets, le cadre qui aurait dû soutenir le RPG Arc-en-Ciel, notamment en raison de leur ethnie, et qui ont sévi contre les militants du RPG Arc-en-Ciel. Moi, je prends Bourema Condé. Tout le monde sait qu'à un moment, beaucoup de militants du RPG Arc-en-Ciel ont été brimés par Bourema Condé, à l'époque, qui était préfet de Banankoro. Donc, je ne vois pas pourquoi ce procès-là. J'ai l'impression, c'est là que je dis, en fait, j'ai l'impression que Alpha Condé n'a pas un discours cohérent. C'est-à-dire que quand il arrive à l'Assemblée générale de son parti, d'ailleurs, je me demande pourquoi maintenant c'est devenu une habitude, c'est devenu pour lui, la routine de chaque week-end d'animer cela. C'est parce qu'il n'a pas quelque chose à faire. Je me dis qu'il n'a rien à faire dans ce pays. Donc, quand il vient à l'Assemblée générale du parti, sans un thème élaboré, parce que j'ai l'impression que quand il arrive, il improvise, et il se lance dans des envolées lyriques qui souvent frôlent un petit peu
l'impertinence. C'est-à-dire qu'à un moment, il sort des propos qui sont carrément déplacés et qui risquent de lui nuire lui-même. Moi, je me demande en ce moment, qu'est-ce que fait son équipe de communication? Même si je sais que Alpha Condé est connu pour être quelqu'un de difficilement contrôlable, notamment sur la question de la parole, il aime dire ce qu'il veut dire, même si ce qu'il dit souvent peut prêter à confusion, peut envenimer la situation. De là, aujourd'hui, il y a un autre ancien du RPG qui est sorti pour répondre à ces propos du président Alpha Condé. Je pense que ces propos sont en train d'alimenter un débat qui risque encore d'exacerber les tensions au sein d'abord de son parti, mais au sein d'abord de la communauté malinké, mais aussi au sein même de la communauté nationale. C'est ça le problème. Et déjà, disons-nous la vérité, quand vous allez sur la toile, sur Facebook, vous avez des, je sais pas, sur, comment on va dire, les hashtags. Je suis malinké, fier de l'être. Vous avez des, ça crée déjà le débat. En fait, on est en train de nourrir le sentiment d'appartenance à une ethnie. C'est-à-dire qu'on se sent attaqué, forcément on l'affirme. Bon, certains peuvent le prendre d'une manière ironique parce que je connais certains qui l'ont fait juste pour ironiser. Pour ironiser, mais vous savez, on n'a pas tous le même degré de perception. On ne perçoit pas les choses de la même manière. Donc le risque, c'est que certains se radicalisent et trouvent que c'est plutôt leur ethnie qui est attaquée, et derrière, même le débat qui a été suscité derrière, c'est le fait qu'on ne reconnaisse plus la nationalité guinéenne du président Alpha Condé, qu'il soit d'origine burkinabé, excusez-moi, ce débat-là, je ne veux pas qu'on le tienne dans ce pays-là, qu'il soit d'origine burkinabé. Ce qui reste clair, c'est qu'à un moment, il a acquis la nationalité guinéenne. La nationalité guinéenne. Donc je me dis que ce débat-là, il ne s'y est pas. Pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. C'est le même débat qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et on sait où ça a mené finalement. La question de l'ivoirité, on sait que ça a été à l'origine de la crise ivoirienne. Donc je ne veux pas qu'il y ait une question d'appartenance pure à la nationalité guinéenne. Tout le monde, nous sommes tous quelque part venus d'ailleurs et nous avons acquis la nationalité. La nation guinéenne est en construction, donc ce débat-là, je ne vois pas l'intérêt de le tenir. Voilà, alors Ténéza, est-ce que ça en même temps, ce n'était pas une déception de ceux-là qui militent de façon fanatique, aveugle, sans conviction, sur la base tout simplement de l'ethnie, sur la base des discours qu'on tienne souvent du genre, oui, vous êtes brimés aujourd'hui, c'est votre communauté qui est harcelée, qui est ceci, alors suivez-moi, je vais vous défendre, je vais vous venger, et que des années après, les discours changent, parce que justement, ce genre de discours, c'est pas ce qui se tenait quand l'homme était opposant. C'est des discours du genre, oui, je vais vous venger, on va faire ci, on va faire cela. Donc c'est une déception en même temps pour ceux qui ont milité sur la base des promesses qui leur étaient données, à dire oui, c'est vous qui avez tout perdu, on va vous défendre quand on sera au pouvoir. Et vous avez écouté le discours politique. Non, c'est pas, il n'y avait même pas de malinquier quand le parti était dans la clandestinité, ils avaient la bouche dans le sac et tout. Ça déçoit tous ceux-là qui ont perdu les leurs dans les combats politiques. Oui, mais plusieurs enseignements à tirer d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois qu'ils disent que la bouche des malinquiers était dans le sac. Moi, je l'ai suivi en 2010, il a dit, il a répété, je ne sais pas à quel moment, à quelle autre occasion. Donc, ça c'est déjà connu. Cette fois-ci seulement, il les a attaqués de façon frontale. Mais ce qu'il faut comprendre, Alpha Condé a confirmé qu'il fait partie des leaders qui ont vraiment contribué à diviser les Guinéens. Vous comprenez? Il est venu, à l'époque, il cherchait vraiment à avoir un certain leadership. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver des stratégies, mais il a trouvé une mauvaise stratégie. Puisque quel a été son argument? C'était de venir prouver aux Malinké que... Dans les années 84, par exemple, après le coup Diarra et tout, bon, voilà, il fallait qu'il trouve quelqu'un dans les bras duquel se consoler. Vous souffrez dans ce pays, mais vous n'avez pas quelqu'un pour vous défendre. Moi, je peux vous défendre. Donc, c'est comme ça qu'il a pu asseoir un certain leadership dans une partie de la Guinée. Il a évolué sur cette base, mais beaucoup pensaient que c'était seulement pour qu'il sera le chef de l'État, il va s'en débarrasser. Il a continué à le faire. Et cette fois-ci, je ne sais pas, il vient, peut-être c'est le dernier coup qui le restait, et puisque ça a créé un tollé, Abdraman le disait tout à l'heure.
moi je pense que ce qu'il a fait, non seulement c'est pas vrai, Abdraman l'avait rappelé dans sa première intervention, ce ne sont pas tous les cadres malinqués qui sont malhonnêtes. Les malhonnêtes, on les retrouve dans toutes les ethnies. Et mais en même temps, ceux qui sont honnêtes aussi, on les retrouve dans toutes les ethnies. Ça, c'est une réalité. Non seulement c'est pas vrai ce qu'il a dit, mais c'est grave puisqu'il a violé la constitution guinéenne qui dit qu'on ne doit pas juger quelqu'un sur la base de son origine ethnique ou régionale ou je ne sais pas quoi encore. Donc il doit être déchu? Pas forcément, mais c'est qu'il doit présenter des excuses publiques. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Sinon, il doit être poursuivi quand même, puisqu'il a enfreint à la loi, il doit être poursuivi. Mais peut-être on n'ira pas jusqu'à ce niveau. Moi, ce que je peux lui demander, c'est de présenter des excuses publiques, puisqu'il a vraiment touché une bonne partie du peuple de Guinée. Mais c'est pas normal. Après les termes du genre, vous les Guinéens, vous êtes têtus, vous vivez dans la saleté et tout, on va vous je sais pas, on va vous faire quoi? C'est du genre, les malinqués sont si ça. Et vous savez, le président disait à l'époque, le poisson pourrit par la tête. Alors quand vous avez quand vous avez un système en place où il y a de la corruption, où il y a tout, et que vous dites que c'est juste une entité ethnique qui est maître dans cette mauvaise pratique, est-ce que c'est pas la tête justement qui a facilité de la corruption dans le système? Alors je vais vous dire une chose. C'est comme un père de famille. Quand vous êtes dans une famille et que le père de famille exige que ses enfants, sa femme, adoptent un comportement moral, exemple de tout reproche, qu'il soit vertueux. Si lui, le père de famille, n'est pas vertueux, je ne vois pas pour quelle raison l'enfant et la femme suivraient un autre exemple. Ce n'est pas de dire faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, ça ne tient pas. Tout à fait. Faites ce que je dis et faites ce que je fais. Faites comme je suis. C'est l'exemple que je suis. C'est ça la question. Aujourd'hui, le président de la République ne veut pas demander à ses ministres d'être irréprochables du point de vue moral. Si lui-même il ne l'est pas, il faut qu'il représente un exemple. On sait ce qui s'est passé avec cet argent qui a été intercepté du côté du Sénégal. Tout le monde a affirmé que l'argent allait dans les comptes du président de la République. Et jusqu'à présent, la seule explication qu'on nous a donnée, c'était une histoire d'échange interbancaire. Après, on a enterré. Je ne rentre pas dans les détails. Et après, on a enterré, le dossier est clos. Donc, moi, je me dis, quand le père de famille n'est pas exemplaire, je ne vois pas de raison pourquoi les fils seront exemplaires. Pourquoi les fils seront exemplaires? Je prends juste l'affaire Sable Mining. Aujourd'hui, l'affaire Sable Mining touche le fils du président Alpha Condé. Vous savez, les Guinéens ne sont pas dupes. Les Guinéens ne sont pas dupes. Si une ONG qui lutte contre la corruption, la trame de Global Witness, ils ne disent pas, ils ne font pas des accusations gratuites. Ils ont émis des pistes et on attend que la justice se lève. Au Libéria, déjà, ça avance quoi. Au Libéria, déjà, la justice a agi et c'est le président de l'Assemblée nationale même qui est noué dans cette histoire qui a été démis de ses fonctions et qui aujourd'hui est poursuivi dans le cadre de cette affaire-là. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi la Guinée ne ferait pas la même chose. Aujourd'hui, si vous voulez, cette phrase du président Alpha Condé à l'époque opposant le poisson pourri par sa tête a tout son sens? Il a tout son sens, peut-être que la tête aussi est pourrie. Bien. En tout cas, ce show, on va appeler ainsi Alpha Show. Peut-être qu'il y en aura un troisième épisode, mais en tout cas, ce deuxième épisode que nous avons commencé à compter depuis la conférence de presse à s'écouter avec les médias. Oui, quelque chose à rajouter? Il y a un autre enseignement à tirer. Vous avez flashé dessus, mais il faut mettre l'accent sur ça. C'est pour prouver aux Guinéens qu'il n'est pas bon de suivre les opposants ou les leaders politiques, c'est parce qu'on est de la même ethnie. Donc ça, c'est une leçon à donner à tout le monde. C'est pour dire que c'est des gens qui ne sont pas là pour défendre une ethnie, ils cherchent juste à satisfaire leur intérêt. Ils jouent sur la situation. Voilà. Donc je pense que si les Guinéens sont intelligents dans leur majorité, prochainement on saura sur quelle base on doit choisir nos leaders. Voilà. Et puis demain nous reviendrons sur un autre aspect, un autre angle de cette sortie du président Alpha Condé au siège du parti, parce que nous avons l'entièreté de la vidéo ici. Ça prendra sans doute toute la semaine, mais on va le décortiquer de fond en comble. Cette fois-ci, on va parler de notre sujet, électricité qui manque de façon criarde à Conakry. Mais juste après cette petite pause, on se retrouve. Électricité, on en parle dans cette seconde partie de Café Débat. Toujours à mes côtés, mes confrères journalistes Abdourahmane Diallo, journaliste indépendant, et puis Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan. Alors,
qu'à l'État, ou en tout cas électricité globalement, les gens sont dessus depuis 4 jours, il n'y a pas de courant. Et EDG ne donne aucune explication, à part peut-être cette sortie du ministre de l'Énergie, dont les explications, en tout cas, ne suffisent pas du tout, ne convainquent personne. Mais on a tout de même appris que les groupes de la société AON mauritanienne qui se sont arrêtés et faisant perdre quelque chose de 80 MW sur le réseau. Comment est-ce qu'ils vont résoudre le problème pour pouvoir nous réduire encore ces 80 MW? C'est la question que je me pose, mais le silence radio du côté des DG aussi est assez inquiétant. Alors, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, les choses sont distinctes. C'est-à-dire que vous avez AON et K Énergie qui produisent de l'énergie, qui la revendent normalement à EDG, qui commercialise cette énergie et qui reverse, qui paye l'argent, qui paye les, comment on appelle ça, le coût de production de l'énergie. Bon, j'ai suivi l'excuse du ministre de l'énergie, quand même, il ne faut pas nous prendre pour des moutons. C'est pas, on ne va pas croire au fait que c'est la foudre qui a détruit une machine et que les installations et que voilà, ils sont en train de réparer. Alors que il y a des journalistes qui ont fait état, il y a longtemps qu'on alertait le gouvernement. Et quand je dis qu'il y a longtemps qu'on alertait le gouvernement, on a écouté beaucoup de journalistes qui ont travaillé sur la question et qui avaient prévenu que K Énergie et la centrale qui est gérée par la société mauritanienne allaient s'arrêter puisque tout simplement il y avait rupture, c'est-à-dire que l'État ne respectait plus ses engagements financiers. Tout à fait. Et si l'État ne respecte pas ses engagements financiers, dans le cadre du partenariat public-privé, je ne vois pas les partenaires privés respecter leurs engagements parce qu'ils ne vont pas continuer à mettre de l'argent et à rendre le service. C'est pas des gratuit en quelque sorte. C'est pas des philanthropes. Voilà. Il faut qu'ils payent. Ça c'est la première chose. Et le problème c'est que dans ce pays on a trop politisé la question de l'électricité. Il faut dire la vérité aux citoyens. L'électricité ça a un coût. Et ça se paye. Donc si vous fixez le coût de l'électricité en dessous le coût du kilowattheure. Le coût du kilowattheure en dessous du coût de production du kilowattheure, forcément il faudrait que quelqu'un paye parce que ce n'est pas gratuit. Ça veut dire que derrière la différence entre le coût de production qui est plus élevé que le coût du kilowattheure qui est revendu aux citoyens, il y a quelqu'un qui paye. C'est soit l'État qui paye, soit la société. Donc ça devient de la subvention. Oui, c'est soit l'État qui paye, soit la société qui encaisse le déficit. Et le problème c'est que les sociétés, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, ne peuvent pas continuer à encaisser des déficits puisqu'il faut au minimum qu'elles fassent un bénéfice pour pouvoir assurer d'autres charges. Absolument. Notamment les salaires. Le personnel et tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est que les Guinéens, puisqu'on n'aime pas se dire la vérité, on se dit la vérité, on dit écoutez, si on veut de l'électricité, il faudra payer l'électricité à ce prix-là. Évaluez un petit peu. Quand vous avez un groupe électrogène chez vous, et que vous voulez de l'électricité de 18h à 0h, il faut au minimum, si vous avez un groupe diesel, de minimum 5 et 10 litres, selon la charge que vous utilisez. C'est-à-dire si vous avez des climatiseurs ou autre chose qui fonctionne. Donc il faut que se dise la vérité. Soit on fixe le prix normal et de telle sorte que les charges, comment on appelle ça, EDG et les partenaires publics-privés puissent assumer les charges, soit l'État continue à financer et trouve les moyens, parce que l'État aussi peut trouver les moyens de subventionner. C'est-à-dire qu'à partir de taxes, de recettes et autres, peut trouver les moyens de le financer. Donc, il faut une solution viable et qui dure sur le temps, mais il n'y aura pas de retour d'électricité tant que les sociétés ne seront pas payées. Donc, c'est ça la vérité. Donc, est-ce qu'on peut dire, Penessa, un gros mensonge d'État encore pour se foutre du peuple? C'est cela? Le mensonge, là, on est tous habitués maintenant depuis longtemps. Il y a tellement de mensonges sur cette affaire d'électricité. Mais quand le ministre dit ouais, c'est la foudre, alors que de l'autre côté, on a appelé, des journalistes ont investigué, on nous a dit que c'est les groupes de AON qui se sont arrêtés parce que l'État ne paye pas. Voilà. Et qui disent que nous avons un État qui, dans tous les sens, qui ne respecte pas ses engagements, que ce soit avec la classe politique, la classe les entreprises, avec les entreprises. Je ne sais pas, un jour, il risque de se retrouver isolé, sans partenaire. C'est ça le danger. Maintenant, Abraham signalait tout à l'heure cette problématique du prix de l'électricité. L'électricité, ça s'achète. Donc il faut le faire comprendre aux citoyens. Mais il faut d'abord donner un bon service aux citoyens, aux clients, pour les rassurer. S'il y a un bon service, je pense que tout cela accompagné d'une bonne sensibilisation, les gens vont accepter de payer régulièrement. Surtout que les gens ont commencé à adhérer un peu à cette question. J'ai fait l'expérience. Je connais des gens, notamment des voisins,
avec l'arrivée des Kaleta, quand le courant s'est stabilisé un peu, il y a des gens auparavant, quand on les coupait, pouvaient rester 2 semaines, ce n'est pas leur problème. Mais cette fois-ci, on coupe et dit, attention, je ne peux pas voir le courant chez les autres, rester, je vais aller payer la facture. Il va se battre par tous les moyens pour aller payer. Donc cela veut dire que si ce qu'on vous donne, vraiment, c'est clair, il n'y a pas de mensonge, vous avez le courant 24 heures sur 24, si on vous sensibilise, les gens vont accepter de payer le courant. Voilà. En tout cas, ce qui reste clair, c'est pour l'instant un gros mensonge. Ce qu'il faut dire en français facile et clair, c'est que l'État n'a pas payé l'argent aux gens qui produisent le courant pour les citoyens. Donc les groupes sont arrêtés. C'est ça le problème, n'est-ce pas? En clair, parce que les gens sont fâchés à la base. Le courant, il n'y en a pas du tout. Les appareils sont déchargés un peu partout. Les activités qui ont été créées à cause de la fréquence habituelle de ce courant, finalement, sont arrêtées. Mais nous reviendrons là-dessus sans doute pour d'autres occasions. On parle finalement de cette tribune de notre confrère Abdourahmane ici sur ce plateau. Et la tribune est titrée « L'heure est grave ». Mais l'heure n'est pas grave pour le pays, hein. C'est en tout cas dans la profession. Mais pour le pays aussi, l'heure est grave peut-être. Hein. En tout cas pour la corporation des journalistes, ils pensent que l'heure est grave. Il faut mettre de l'ordre parce que selon le constat de notre confrère, des journalistes, en tout cas certains s'éloignent davantage et du jour en jour de la déontologie et de l'éthique qui doit pourtant réguler cette activité, cette profession de journaliste. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce constat, Abdourahmane? Alors, c'est un constat, je pense que tous les jours, moi je suis un homme de médias. Au-delà des journalistes, je suis vraiment un homme de médias. C'est-à-dire qu'au-delà de produire de l'information, j'analyse ce que les autres font. À la base, j'ai un diplôme de sciences politiques, donc je suis plus dans la recherche. Donc, j'analyse un petit peu ce que font les autres. Le constat, je pense que tout le monde le fait au sein de la profession. Et même certains auditeurs avertis qui nous suivent savent que nous sommes un petit peu, nous manquons quelque part de crédibilité dans ce que nous faisons. Donc, je me suis dit qu'il fallait sonner le glas, il fallait rappeler un petit peu, interpeller nos confrères pour leur dire que on est dans une démarche, on est dans une voie, dans un chemin qui n'est pas honorable pour notre métier. Mais au-delà de cela, en fait, c'est que moi, je lis un petit peu le travail que nous faisons à la situation dans laquelle se trouve ce pays. Le pays. Et là, vous avez dit... C'est pour ça que je dis que, en fait, c'est pour ça que je dis que l'heure est grave. Et l'heure n'est pas grave que seulement pour le monde des médias. L'heure est grave même pour l'ensemble du pays. Les secteurs, le domaine politique, les secteurs sociaux, la santé. L'heure est grave un petit peu partout. Mais je pense que nous qui sommes censés interpeller les citoyens, éveiller les consciences, devenir représenter un contre-pouvoir. Si nous-mêmes l'heure est grave chez nous, alors ça devient compliqué. Ça veut dire que notre pays est en train de sombrer dans une dérive totale. On est déjà dans une dérive morale où les valeurs sont reléguées aux oubliettes, comme je le dis, où l'honnêteté, l'intégrité, ne sont plus d'actualité. Où il faut mentir pour pouvoir survivre. Ça devient, on est vraiment dans une société déliquescente. Et je pense que les journalistes, au-delà du fait de donner de l'information, ils ont un rôle sociétal, c'est celui d'éduquer les populations. Et on ne peut pas éduquer les populations si nous-mêmes ne sommes pas exemplaires. Et donc vous avez déjà mentionné au début de votre tribune qu'en faisant cette tribune, vous vous attendrez sans doute à des retours pas tout à fait, on va dire... Vous savez, la vérité, on a un problème chez nos confrères. Et je l'ai remarqué lorsque j'ai eu à débattre avec certains de nos collègues sur l'arrestation des 3 journalistes qui ont été accusés, dans l'affaire de la Sobragui, inculpés et condamnés pour escroquerie du directeur général de la Sobragui. Alors, hors antenne, on a discuté. Je pense que tout le monde, on se connaît. Dans ce métier-là, tout le monde se connaît. Moi, j'ai pas peur de dire. Comme je le dis, c'est que si on est amis, on se dit les vérités, mais on ne joue pas à l'hypocrisie. Donc, je discutais avec ces journalistes-là qui me disaient ces personnes sont connues pour leur fait d'armes, on sait comment ils agissent dans le métier, mais ce qui m'étonne, c'est qu'après la publicité, lorsque le débat a été relancé, qu'on soutienne mordicus ces journalistes pour dire qu'ils sont tombés dans un piège. Oui, ils sont tombés dans un piège, d'accord, mais le piège, ils sont responsables de cela, c'est des pratiques.
C'est des pratiques connues. Ils sont connus pour faire cela. Et c'est ce que vous avez appelé dans le truc la connivence. Oui, nous sommes tous de connivence. C'est-à-dire nous pensons que la confraternité, ça signifie soutenir, nous couvrir, c'est-à-dire que nous soutenir même dans les erreurs. Non, la confraternité, c'est pas cela. La confraternité, c'est de faire en sorte que chacun de nous respecte l'éthique et la déontologie. Et lorsque nous sommes menacés dans l'exercice de notre profession, là que nous nous soutenions. Mais si nous sommes menacés par nous-mêmes dans l'exercice de notre profession et que nous fassions nous-mêmes à la crise, je ne vois pas alors quelle est la nécessité d'être confrère avec les gens. Au-delà de... Peut-être Pénès Assi, il a peut-être une description peut-être à faire de cette tribune Abdourahmane, mais vous avez touché par exemple les reporters, les journalistes reporters qui, avec aisance et plaisir, tendent la main pour recevoir des per diem après des conférences, après des séminaires, et que cela soit cautionné par les patrons de médias qui ne l'interdisent pas. Vous pensez qu'on peut arrêter tout ça quand déjà certains reporters disent être eux-mêmes ceux-là qui payent leur transport pour aller couvrir certains événements parce que les patrons de médias n'assument pas, parce qu'on ne les traite pas bien, parce qu'on ne les paye pas. Est-ce que cette situation... Alors je dis toujours que pour qu'il y ait une bonne pratique du journalisme, il faut qu'il y ait un minimum de conditions, il faut que les conditions économiques soient réunies. Les conditions économiques, c'est quoi? C'est que d'abord qu'on ait une convention collective qui protège le journaliste du point de vue salarial, du point de vue de son employeur aussi, et que derrière, pour produire l'information, qu'il ait tous les moyens à sa disposition. Et quand je dis moyens, c'est le matériel technique, mais aussi les moyens logistiques, se déplacer, etc. etc. C'est vrai qu'on est dans un pays où la situation économique est tellement difficile pour les médias que ces pratiques-là, elles se font, d'accord, mais elles pour moi, elles ne se justifient pas. Je prends juste un exemple. Il y a des journalistes qui se sont réunis, qui ont créé un syndicat, mais aujourd'hui, les journalistes, malheureusement, ne soutiennent pas ce syndicat-là. C'est là que je me dis, vous avez des jeunes qui ont décidé de s'engager pour la profession, mais qui est allé s'inscrire dans ce syndicat-là? Moi, je ne l'ai pas fait. Je suis journaliste indépendant. Je ne suis pas lié à un employeur. Je suis pigiste, c'est quand je produis que je donne l'information. Et je choisis le média auquel je peux choisir le média avec lequel je traite. D'accord. Mais vous qui êtes au sein des médias, qui ont des contrats ou pas, mais qui travaillent et qui sont payés, même si le salaire est maigre, qui sont payés à la fin du mois, vous avez le droit de vous syndiquer. Vous êtes des employés, vous avez le droit de vous syndiquer. Allez vers ce syndicat et voyez ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place la convention collective. Puisque de toute façon, je pense qu'ils ont fait l'effort de la rédiger. Peut-être qu'il faut les soutenir un petit peu. Parce que s'il n'y a pas de synergie, si les journalistes eux-mêmes ne se sentent pas concernés par la chose, je ne vois pas comment ils peuvent améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est le premier point que je voulais relever. Le deuxième aspect que je voulais relever, comme je le dis, les conditions économiques ne doivent pas justifier la violation de l'éthique et de la déontologie du métier. On est dans un métier où tout le monde sait, c'est comme le métier d'enseignant. C'est pas un métier pour devenir riche. On ne fait pas du journalisme pour devenir riche. Je ne connais pas beaucoup de journalistes qui sont restés, peut-être qui ont quitté le journalisme pour faire une autre carrière, sont devenus riches, mais qui sont restés jusqu'à la fin de leur vie journalistes, mais qui ne sont pas devenus extrêmement riches. Peut-être qu'ils ont vécu de manière aisée. Donc, si vous voulez être riche, vous faites un autre métier. Vous faites soit le métier de communicant. Mais quand vous faites le métier de communicant, vous n'êtes plus journaliste. Donc, la vie c'est une question de choix. Donc, vous pensez aujourd'hui que la tendance c'est cela. Aujourd'hui, on veut devenir riche dans cette corporation. Donc, on fait du n'importe quoi, on fait de l'alimentaire, on fait de l'escroquerie et tout, de l'affairiste. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont devenus affairistes, qui usent de leur qualité de journaliste, de leur statut de journaliste pour créer ce qu'on appelle entre guillemets un gombo pour faire des affaires. La qualité de journaliste, vous produisez l'information, vous ne pouvez pas vendre l'information. Ça ne se commercialise pas, ça se vend d'accord, mais ça ne se commercialise pas. C'est pas celui qui est plus offrant. Vous rédigez une information, vous la lui vendez. Vous la lui vendez, ça ne marche pas comme ça. Donc quand on est dans ce métier, on le fait avec conviction, on le fait avec éthique et on respecte les règles déontologiques. Si on veut être riche, on va faire un autre métier où on peut facilement devenir riche sans violer un code d'éthique ou déontologique. Du métier. C'est ce que vous avez appelé dans cette tribune mercantilisme quand tu nous tiens.
Alors, cette tribune est à retrouver en tout cas à l'instant T sur beaucoup de sites de la place, notamment le Djeli.com, Vision Guinée, je ne sais pas quel autre site encore. Africa Guinée a publié la même tribune. Et puis il y a un nouveau site, Guinée 360. Voilà, c'est sur certains de ces sites que vous pouvez trouver. Et puis, vous avez parlé quand même des confrères, notamment de l'émission Les Grandes Gueules, où vous-même, vous aviez quand même été un des animateurs, en parlant de l'écart que certains confrères prennent de la déontologie, de la pratique normale du métier. Vous avez touché justement ce volet-là. Mais avant d'y arriver, le regard de Pendessa sur ce fait que Abdourahmane décrit dans cette tribune. J'ai l'impression que lui, il a un peu osé aller à l'encontre de ce que tous entretenons dans cette corporation, se couvrir, à ne pas accepter de s'autocritiquer sous prétexte que non, on va s'affaiblir face à l'État ou face à ceux-là qui nous critiquent. Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi? Bon, j'ai lu cette tribune qui m'a tellement intéressé. Vous savez, il n'a fait que décrire les faits, ce qui se passe. On connaît tous certainement, c'est lui qui a eu, comme vous l'avez dit, soit le courage ou l'honnêteté de le dire. Vous comprenez? Certainement, il y a d'autres peut-être qui n'ont pas peur de le dire, puisque dans tous les cas, on ne va pas vous frapper ou vous enfermer. Mais c'est qu'ils se disent, bon, si je le dis, je vais moi-même, puisque je suis journaliste, si je dis que les journalistes se comportent ainsi. Donc, c'est très intéressant. Côté reporter, il a dit, ça se passe. Moi, je pense que quelque part, les responsables des médias aussi, il a dit, ils doivent lutter contre ce phénomène. Non seulement en traitant bien leurs journalistes, mais il faut aussi faire comprendre aux organisateurs que nous, si vous faites ceci, voici ce qui est à payer. Pas, puisque moi, il y a beaucoup qui m'appellent dans le cadre de ces couvertures. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les organisateurs? Quand vous dites que bon, nous, on ne va pas changer, il faut payer, il dit non, il n'y a pas d'argent, les moyens sont limités, mais on a prévu le transport des journalistes. Des reporters. Vous comprenez, des reporters. Moi, je leur dis carrément, j'ai dit nous avons des motos. Généralement, nos sorties, c'est des motos. Nous avons des motos, c'est nous qui les carburons, on les donne aux journalistes. Donc, le problème de transport, je ne gère pas. Si vous êtes prêt à payer ma facture, j'envoie mon équipe. Pour les éléments publics, de public reportage. Exactement, il faut qu'on soit clair avec les gens. Mais vous constaterez qu'il y a beaucoup de médias qui ne font pas cette différence. Qu'est-ce qu'on doit couvrir, qu'est-ce qu'on ne doit pas couvrir, qu'est-ce qui est de l'information, qu'est-ce qui est de la communication, en tout cas, donc, il n'a fait que décrire des réalités. Je pense que cette tribune mérite d'être relayée. Mais en même temps, je pense que, puisque c'est comme ça, on pourra lutter contre ces pratiques. Sinon, ça va continuer, on va se taire dessus, on va tous souffrir. Ou on va continuer vraiment à perdre la confiance du public. Voilà. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Il suffit de regarder votre journal ou écouter votre journal ou suivre vos analyses pour comprendre qu'il y a quoi au fond. Voilà. Vous comprenez? Et vous avez parlé de l'expérience GG, c'est par ça qu'on va terminer, si vous voulez, l'analyse de cette tribune. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous étiez au sein de ce groupe, après vous êtes indépendant aujourd'hui. Vous constatez, on le lit à travers votre tribune, qu'il y a un écart qu'ils prennent du jour au lendemain. Comme je l'ai dit dans la tribune, les grandes gueules, c'est certainement l'expérience en matière de journalisme qui m'a le plus marqué. Parce que c'est là où j'ai carrément débuté ma carrière de journaliste avec la radio Espace. Au départ, vous savez, cette émission a été tellement critiquée à raison notamment du ton et tout, qu'il a fallu qu'on fasse un travail d'explication pour faire comprendre aux gens qu'au-delà d'une émission de radio, c'était d'abord un talk show, c'est-à-dire que c'était avec des chroniques où chacun, parce qu'on est dans ce pays encore, les gens n'ont pas cerné le métier de journaliste. C'est-à-dire on dit non, le journaliste ne doit pas donner son opinion. Non, c'est pas vrai, le journaliste donne son opinion. Et ça, il y a des formes, des formes journalistiques qui nous permettent de donner notre opinion. Les différents genres journalistiques. Notamment à la radio, par exemple, la chronique. Donc, les grandes gueules, c'était un talk show où vous aviez des chroniqueurs. Je ne me suis jamais considéré d'ailleurs comme un animateur déjà, je me suis considéré comme un chroniqueur. Donc, où j'exposais des opinions par rapport à des faits.
et sur la base d'informations que j'avais eu à vérifier ou d'informations que j'avais notamment en raison de certaines connaissances que je possédais. Ça, c'était la chronique. L'objectif, c'était d'informer les gens, d'éduquer, de permettre aux gens de voir un petit peu comment fonctionnait l'État. Il est même arrivé qu'on initie des émissions dans ce cadre, des numéros spéciaux dans ce cadre-là. On est même allé à la rencontre des citoyens. Mais aujourd'hui, et je pense que c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait comment cette émission fonctionne. Et moi, j'en suis désolé parce que l'objectif de l'émission et l'objectif, je pense, du patron de la radio, c'était de faire de son média une institution. Et les médias sont avant tout des institutions de contre-pouvoir. Absolument, le quatrième pouvoir. Exactement. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est même pas le quatrième pouvoir. C'est franchement le premier pouvoir. Parce qu'on a un rôle, au-delà de celui d'informer, qui est un rôle sociétal. Nous sommes ceux qui construisons la société, nous sommes ceux qui faisons les hommes politiques. Par exemple, quand on me dit que non, les journalistes, c'est pas eux qui font, c'est faux. Dans tous les cours de sciences politiques que vous allez, on vous dit les médias sont ceux qui participent à la sélection du personnel politique. Absolument. Et la sélection du personnel politique, c'est quoi? C'est d'avoir à l'antenne quelqu'un qui a une idée que vous considérez qui mérite d'être vulgarisée, vous l'invitez et vous le faites. Mais aujourd'hui, si pour faire la promotion de certains leaders politiques, pour faire la promotion de certains hommes politiques, on ouvre nos antennes moyennant des sous, figurez-vous qu'on risque de mettre sur la scène publique des personnes qui sont incompétentes et qui viendront raconter n'importe quoi au peuple. Ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, c'était une expérience vraiment formidable et j'ai l'impression, j'ai la perception, et ce que je dis, c'est la perception que j'ai, c'est une perception personnelle. Et j'ai discuté avec beaucoup de personnes avant d'écrire cette tribune qui ont à peu près la même perception que moi. L'émission est en train de s'écarter. Est-ce parce que justement les analyses et touchent aux intérêts des uns et des autres souvent sur le terrain? Non, j'ai plus l'impression, c'est ce que je dis, j'ai plus l'impression en fait que les grandes gueules sont devenues un espace de communication. Il y a quelques semaines, les membres du gouvernement sont passés, c'était plus de la communication que du journalisme. Il y avait des questions, on sentait la communication. Moi, je connais des gens parmi cette équipe de journalistes qui, sans être impertinents, peuvent quand même titiller leurs auditeurs, peuvent titiller leurs invités, amener leurs invités à répondre à des questions gênantes. Absolument. Mais on avait plutôt l'impression que c'était organisé pour que ce soit une opération de communication. Ouais. Donc, quand on fait de l'information, comme je le dis, on reste dans son rôle d'informateur. Mais quand on fait de la communication, prévenez, le minimum c'est de prévenir les auditeurs, ceux qui vous écoutent, que vous êtes dans une logique de communication. Comme ça, il peut faire un choix éclairé. Comme je le dis, nous n'avons pas le droit de tromper ceux qui nous écoutent. Et c'est une situation globale dans toutes les chroniques aujourd'hui au sein des médias, au-delà justement de l'expérience GG que vous-même vous avez vécu. Est-ce que ça devient une sorte de piqûre pour tout le monde aujourd'hui? Alors, pour moi, la tribune, c'est une piqûre de rappel. Et ce que je dis, c'est que les GG aujourd'hui, ils ont atteint une certaine forme de notoriété qui fait qu'ils ont le sentiment qu'ils sont plus hauts, qu'ils ne font plus d'erreurs. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Et je pense que c'est la même chose qui arrive à nos gouvernants. S'il n'y a pas des gens, des lanceurs d'alerte, pour leur dire attention, vous êtes dans une position où vous pensez que vous avez tout réussi, alors qu'il vous reste encore beaucoup, vous allez continuer à exercer dans l'erreur. Tout à fait. Et ce que je dis à mes amis, peut-être s'ils regardent cette émission, c'est qu'ils ne considèrent pas que c'est une forme d'attaque. Je n'ai pas intérêt à les attaquer. Il y en a parmi eux, je garde de bonnes relations avec eux, on discute et tout. Ce n'est pas une forme d'attaque. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un regard extérieur qui vous dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque quand on est à l'intérieur, on n'a pas forcément le retour nécessaire pour se dire pour faire une autocritique. Donc, moi, je les interpelle pour les amener à faire une autocritique, parce que comme je le dis, les GG, c'est une institution en construction. C'est une institution médiatique en construction. Et pour moi, les institutions médiatiques, on ne doit pas les laisser tomber. Voilà. C'est comme le Lynx. Pour moi, le Lynx, c'est une institution médiatique. On sait le combat qu'il a mené, notamment dans le cadre de la liberté d'expression. C'est vrai qu'il y a d'autres organes. Avec le journal, d'abord. D'ailleurs, ils sont les premiers à faire de la satire, et les seuls d'ailleurs jusqu'à maintenant.
Ce sont des institutions médiatiques. Et pour moi, ces institutions médiatiques ne doivent pas mourir parce qu'elles ont un rôle de contrepoids nécessaire au fonctionnement de la démocratie. Mais si nous-mêmes, qui devons être ces instruments de contrepoids, nous sommes corrompus, nous violons le minimum notre code éthique et notre code déontologique, ça veut dire que nous n'avons pas d'exemple, nous n'avons pas de leçons à donner aux gens. Et parce que, le plus souvent dans les grandes gueules, ils s'évertuent à donner des leçons aux gens, je pense que le minimum c'est d'être exemplaire et d'avoir une attitude exemplaire. Voilà. Et puis, j'imagine, c'est une piqûre de rappel, vous l'avez dit à Abdourahmane, votre tribune pour les confrères, pour ceux-là qui évoluent maintenant dans cette profession de journaliste. Mais en même temps, ça deviendra une sorte de chou gras aussi pour ces politiques. Ça, c'est clair et net. Hein. Ils vont se dire, oui, ils racontent ci, ils racontent ça. Voilà qu'un d'entre eux a quand même dit la vérité. Ça, j'en suis sûr, il y a des politiques qui vont tirer tout ça pour remplir leur sac avec, de sorte à le partager au marché. Mais on termine avec la dernière partie, le dernier paragraphe. Vous dites, résistons à la tendance. Oui, résistons à la tendance. Vous savez, il y a une expression que je déteste dans ce pays, c'est de... Dès qu'il y a un problème, on vous dit il faut vous adapter. Je pense qu'on ne peut pas s'adapter à la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation, comme je le dis, une société qui est en pleine déliquescence où les valeurs morales n'ont aucun sens pour personne. Oui, aujourd'hui. On ne peut pas s'adapter à ça. Moi, je refuse. Moi, en tout cas, je refuse de m'adapter à cela. J'ai une certaine perception des choses et c'est vrai que je ne vais pas les imposer, mais je me dis qu'il ne faut pas s'aligner pour s'aligner. Il ne faut pas s'aligner pour s'aligner. Je refuse le conformisme. J'ai toujours refusé le conformisme. J'avais un professeur de français lorsque je faisais le lycée qui me disait il faut toujours refuser le conformisme. Et je refuse le conformisme. Pour moi, le conformisme tue non seulement la démocratie, mais elle va tuer nos médias. Aujourd'hui, je le dis, j'ai prévenu même les patrons de médias. Faites attention. Aujourd'hui, il y a une certaine forme d'OPA qui est lancée sur les médias où tout le monde veut investir dans un média, les hommes politiques et tout. Faites attention. Sinon, on va tomber dans une dictature médiatique où tout le monde dit la même chose. Et quand il n'y a plus de pluralité, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Absolument. Voilà. Et c'est comme ça que nous terminons cette émission. Peut-être un mot, Penessa, pour terminer en 30 secondes. Bon, moi, pour cette partie qui concerne son ancienne émission, je pense que, comme il a dit, les confrères doivent comprendre que ce n'est pas méchant. Moi, je suis plutôt pour celui-là qui me rappelle lorsque il constate que vraiment je suis fautif. Donc c'est très important, il ne faut pas faire de l'hypocrisie, c'est très intéressant. Il a rappelé des aspects très importants. Moi, je ne savais pas de tout ceci, puisque je n'ai pas participé à la conception de l'émission. Je ne savais pas quelle était la ligne conductrice de l'émission. Il a rappelé, si c'est ça exactement, ce n'était pas une tribune de communication, il arrive parfois d'écouter, d'avoir l'impression que les gens étaient venus juste pour faire passer leur message et on n'était plus là pour suivre si cette ligne qu'il a signalée tout à l'heure, c'est celle qui a été considérée le début. Donc le mieux c'est de dire qu'il faut en faire bon usage, cette critique ou ce rappel à l'ordre pour dire que oui, c'est notre ami, il nous connaît, il sait sur quoi on a commencé, donc s'il constate qu'on s'est écarté vraiment de la ligne directrice, voilà, il faut changer. Je pense que ça ne sert à rien de le prendre autrement. Voilà. En tout cas, je pense que c'est aussi une manière d'inciter tous ceux-là qui évoluent dans ce métier d'aller vers une sorte d'état généraux de la presse. Pourquoi pas? Parce que nul n'est parfait en tout cas. Merci Abdourahmane Diallo d'être passé dans cette émission Café Débat. Merci de l'invitation. C'est pour Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Ganga. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Mamadou. Et puis à demain pour un autre numéro de Café Débat, chers téléspectateurs. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.